Salut les popistes, c'est Clément et vous regardez The Look of Pop. Pour ma toute première vidéo YouTube, j'ai décidé de vous parler d'un cinéaste, un cinéaste dont je suis la carrière depuis maintenant plusieurs années. Il s'agit de Zack Snyder. Snyder n'est pas du tout considéré comme un auteur de cinéma hollywoodien, il est plutôt considéré comme un très bon faiseur de divertissement, avec un style visuel marqué, un petit peu comme celui de Michael Bay, mais en aucun cas comme véritablement un auteur. On pourrait même dire que Snyder a souvent été critiqué pour pratiquer un cinéma qui serait tout pour les styles et rien pour le fond. Alors je suis pas forcément d'accord avec cette idée que Zack Snyder ne serait qu'un très bon faiseur à Hollywood. Je pense au contraire que Snyder peut complètement être placé dans la catégorie des auteurs de grands spectacles hollywoodiens, peut-être même des auteurs les plus intéressants de ces 15 dernières années. Alors sans plus attendre, penchons-nous maintenant sur le cas de Zack Snyder. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de me pencher sur un film en particulier. Ce film, c'est Batman vs Superman Dawn of Justice. BVS est donc la suite directe de Man of Steel, sorti en 2013, et qui racontait l'arrivée de Superman sur Terre. Dans ce film, Snyder a essayé de redéfinir le personnage de Boy Scout de Superman, en instillant du doute et un dilemme moral. La question c'était finalement, est-ce que Superman, est-ce que Kal-El doit endosser ce rôle de sauveur? Dans ce premier film, donc, Kal-El est tiraillé entre l'éducation d'un père adoptif, Jonathan Kent, qui va essayer de restreindre Kal-El dans l'apprentissage de ses super pouvoirs parce qu'il pense que l'humanité n'est pas prête à accepter une figure aussi puissante, une figure presque divine. Et de l'autre côté, on a le personnage de Jor-El, le père biologique de Kal-El, qui lui va essayer de façonner son fils pour en faire une figure de rédemption. C'est-à-dire que Kal-El va devoir quelque part guider les terriens à devenir une civilisation moralement accomplie et aussi finalement racheter le péché d'orgueil des Kryptoniens qui eux n'ont pas réussi à sauver leur civilisation et qui ont fini par s'éteindre. Le film se termine par un geste symboliquement fort et signifiant puisque Kal-El, Superman, va tuer le général Zod qui est son oncle kryptonien et qui est le dernier kryptonien encore vivant. Donc en tuant le général Zod, finalement Kal-El prend définitivement parti pour les humains et il embrasse sa part d'humanité et il nie son identité profonde de kryptonien. On se retrouve donc dans BVS avec Superman dont l'arrivée sur Terre a véritablement changé notre quotidien puisque nous vivons maintenant avec une sorte de figure divine au pouvoir extraordinaire. Bruce Wayne, qui est bien sûr Batman, voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Superman sur Terre et il le voit comme une figure dangereuse. Tout comme le personnage de Lex Luthor que vous connaissez, qui dans la BD a grandi avec Superman, ce qui n'est pas le cas là dans le film de Snyder, qui voit lui aussi Superman comme une sorte de rival, une rivale dans la course à finalement qui sera l'homme le plus puissant du monde, puisque Lex Luthor est réputé pour être l'homme le plus intelligent et le plus riche du monde. Le film va donc croiser en fait les trajectoires de ces trois protagonistes et mettre en place une sorte de joute à distance dans la première moitié du film avant que toutes ces trajectoires ne se percutent. Je vous propose donc de regarder un premier extrait du film. Et ce premier extrait, il va nous permettre de voir comment finalement Zack Snyder parvient à caractériser ses personnages et à poser les thématiques de son film avec une efficacité tout simplement remarquable. There was a time above. A time before. There were perfect things. Diamond absolutes. Things fall. Things on earth. And what falls is fallen. Bruce! All right. Ce premier extrait, c'est tout simplement l'intro du film de Snyder et on voit que le cinéaste a décidé de nous montrer de manière très classique le passé de Batman, c'est-à-dire la mort de ses parents, mais aussi leur enterrement et la chute de Bruce Wayne dans la cave. C'est donc une sorte de flashback en poupée russe et on entend une voice-over en arrière-plan, on se doute que c'est la voix de Bruce Wayne même si rien ne vient vraiment le confirmer. Premier étonnement ici pour un cinéaste dont on critique souvent le style creux et bourrin, on s'aperçoit que Snyder adapte avec application le script de Chris Terrio et David S. Goyer et adopte un ton sérieux, emphatique, mais surtout critique. On va essayer d'analyser ensemble la signification de ces phrases. Pour le Time Before, ça me semble plutôt clair. Time Before semble vouloir dire qu'il s'agit d'un temps passé, et le temps passé, pour Bruce Wayne, il s'agit peut-être d'un temps d'avant la mort de ses parents. Pour A Time Above, c'est déjà un peu plus cryptique. Above, ça semble vouloir dire un temps au-dessus, un temps en dehors. Peut-être que ce que le script essaie de nous dire là, c'est qu'il y avait non seulement un temps passé, mais aussi un temps en dehors du monde des hommes, un temps en dehors de notre dimension, et donc du coup un temps divin.
Quand on dit un temps divin, c'est peut-être un temps finalement d'avant la chute de l'homme. On pense à l'Éden, on pense au paradis. Et on sait que la chute va être une thématique récurrente du film. On le voit déjà dans cet extrait, puisqu'il s'agit là de la mort des parents de Bruce Wayne, mais aussi de la chute de Bruce Wayne dans la cave, et donc du coup d'une forme de chute morale. Dans la deuxième phrase, Bruce Wayne nous dit que le temps d'avant était parfait, aussi parfait que des diamants, mais que les choses sur Terre tombent. Bien sûr, il nous parle de son propre passé avec une forme de nostalgie, la nostalgie de son enfance, d'avant la mort de ses parents. Mais quand il dit que les choses sur Terre tombent, il ne parle pas seulement de la mort de ses parents, je pense qu'il parle également de l'arrivée de Superman. Puisqu'en effet, Superman, dans Man of Steel, est littéralement tombé du ciel. Dans la troisième phrase, Wayne fait un constat fataliste, ce qui tombe est tombé. Il y a l'idée que les choses sont indéfaisables. La mort des parents de Bruce Wayne est indéfaisable, mais dans un double sens, l'arrivée de Superman sur Terre est également indéfaisable. Le script opère ici un double mouvement. Si la mort des parents est pour Bruce Wayne une sorte de premier trauma, un trauma intime, on va voir que l'arrivée de Superman sur Terre va être pour lui un second trauma. Pourquoi un second trauma? Eh bien parce que dans la scène qui suit, cette scène d'introduction de Batman vs Superman, on a un flashback qui nous montre les ravages causés par Superman dans Metropolis, et ces ravages sont vus du point de vue de Bruce Wayne. Là, il se joue pas seulement un deuxième trauma intime pour Bruce Wayne, mais également un trauma collectif. D'ailleurs, la scène rappelle un peu les attentats du World Trade Center, la manière dont elle est filmée, et on voit bien que là, il y a vraiment un sentiment de haine qui va naître chez Bruce Wayne et qui va lui permettre de justifier pendant tout le film sa haine de Superman et son envie de le détruire. Donc face aux critiques qui ont pu reprocher au cinéma de Snyder sa superficialité ou son manque de profondeur, on voit bien là qu'en quelques plans seulement, non seulement le personnage de Batman est caractérisé de manière assez classique mais efficace, mais qu'également le personnage de Superman est caractérisé, et lui de manière cryptique, de manière symbolique. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le cinéma de Snyder fonctionne beaucoup à travers le symbole, et ça demande au spectateur d'être actif, d'être attentif, voire même des fois de regarder les films plusieurs fois pour comprendre vraiment ce qui se joue dans certaines séquences. Et l'autre idée forte enfin, c'est de placer cette approche-là cryptique dès le début du film. Donc ça demande au spectateur de se mettre tout de suite dans une condition d'extrême attention, ce à quoi il n'était pas forcément préparé en allant au cinéma pour voir un film de super-héros, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le public est plutôt conditionné pour voir des super-héros type Marvel. Donc là, il y a quelque chose d'assez inhabituel qui, pour moi, caractérise déjà bien la singularité du cinéma de Snyder au sein du cinéma de grand spectacle. On continue l'analyse de Batman vs Superman avec un nouvel extrait. You don't think Dad would mind, do you? If I changed just one thing in this room? Because that should be upside down. Now, we know better now, don't we? The devils don't come from hell beneath us, no. No, they come from the sky. Lex Luthor est donc dans cette séquence dans l'ancien bureau de son père décédé, donc figure fantomatique. On voit là le lien qui se fait avec le personnage de Bruce Wayne qui a également perdu ses parents. Et on apprend que le père de Luthor était une sorte de figure d'autorité avec lequel Luthor lui-même, Lex, était en compétition constante. Et on va voir également que ce schéma de compétition, de rivalité, Luthor va le transposer dans sa relation avec Superman. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que la discussion va avoir lieu autour d'un tableau accroché au mur. Ce tableau, il représente un combat, le combat des forces du bien contre les forces du mal. On voit des démons qui sortent de terre et des anges descendent du ciel. Il y a une mise en scène très graphique. Le tableau est clairement divisé en deux parties bien distinctes. Et il semble figé comme ça dans un combat qui s'annonce et qui est inévitable. Évidemment, ce tableau, il est là en métaphore de ce qu'est le film. Le film est un combat, Batman vs Superman. Et on voit bien que là, Snyder essaye de traiter forcément le potentiel manichéen qu'il y a dans tous les films de super-héros et dans la mythologie des comics de manière générale. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Snyder va justement questionner ses valeurs morales et tenter, en tout cas, d'en avoir une vision singulière. Ce renversement des valeurs morales, il s'incarne dans la suite de l'extrait par cette proposition de Luthor qui dit « Et si finalement on renversait ce tableau, si les démons venaient non pas de sous la terre, mais du ciel, et si les anges, les figures rédemptrices, venaient de terre ?» Autrement dit, et si finalement Superman était le danger, était le diable, et si les humains étaient au contraire les garants du bien. Pourquoi Luthor opère de ce renversement? En fait, ce que Luthor ce qu'il essaie de faire là, c'est
c'est de se mettre dans un combat, dans une rivalité avec Superman. Lui, il est l'humain qui n'a pas de super pouvoir, mais qui va affronter les dieux dans une sorte de posture prométhéenne, pour faire une référence là à la mythologie gréco-romaine. Et donc on voit bien que Luthor est en train de répéter un schéma qu'il a sûrement déjà opéré avec son père. Son père était une figure très puissante avec qui il était en compétition et on sent bien qu'il y a, malgré la mort du père, hein, une tension, hein, une compétition qui est toujours vivace et qu'il va projeter finalement sur la figure de Superman. Revenons à présent à l'extrait que vous avez vu juste avant et qui montre Bruce Wayne enfant chuté dans cette fameuse grotte, la grotte qui va devenir le repère de Batman. On a une séquence comme ça très symbolique où les chauves-souris l'entourent. C'est le moment où Bruce Wayne va se transformer en Batman. Il y a cette phrase, encore une fois très cryptique, hein, de Bruce Wayne adulte en voice-over qui dit « In the dream, they took me to the light. A beautiful lie. » Qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de mettre en parallèle finalement Lex Luthor et Bruce Wayne en montrant des similitudes chez les deux personnages. C'est que là, Bruce Wayne est lui aussi persuadé que cette transformation en Batman est une manière d'aller vers le bien, d'aller vers la lumière. Mais en fait, il est en train de se tromper. Il parle d'un beautiful lie. C'est en fait un mensonge qu'il se fait à lui-même. De la même manière, Luthor propose de renverser ce tableau et de se créer un ennemi qui n'existe pas, de transformer une figure du bien en une figure du mal. Ils ont tous les deux une version biaisée de leur propre boussole morale. La particularité donc de Batman vs Superman, c'est de montrer un Batman qui a chuté. Et on voit bien d'ailleurs que dans toute cette séquence d'introduction, le motif de la chute s'exprime de manière différente. Littérale, hein, la chute de Bruce Wayne enfant dans cette grotte. Une chute plus symbolique qui est évidemment la mort des parents qui tombe au sol après s'être fait tirer dessus devant ce cinéma. Et on a surtout la chute morale de ce personnage qui pense se diriger vers la lumière en optant pour une forme de vengeance, de justice expéditive et qui va en fait se perdre. On le voit bien d'ailleurs dans le film, hein, quand le film démarre, Batman est devenu une figure violente, obsessionnelle, radicale et finalement injuste. Alors évidemment, Snyder ne va pas laisser le personnage de Batman dans cette situation-là, et au contraire, le but c'est de créer un arc narratif qui va permettre au personnage de Batman, pendant tout le film, de se faire pardonner. Batman va être dans une quête de rédemption quand il va comprendre qu'il s'est trompé, que Superman n'est pas l'ennemi et que c'était lui qui faisait fausse route. Mais on est d'accord que le personnage de Batman, selon Zack Snyder, est plutôt sombre et je pense que c'est ce qui a dû forcément déplaire aux fans hardcore de Batman, puisqu'on sait très bien que le code moral ultime de Batman, c'est qu'il ne tue jamais. Il s'empêche toujours de tuer ses ennemis, il préfère les enfermer à Arkham, quitte à ce que les ennemis ressortent et qu'ils recommencent éternellement ce même cercle impossible. Mais là, Snyder décide d'en faire une figure beaucoup plus violente et beaucoup plus extrême pour, justement, on l'a dit, créer cet arc narratif de rédemption. Si le premier extrait nous a permis d'aborder la caractérisation des personnages de Batman et de Superman, ce deuxième extrait nous a permis cette fois d'aborder le personnage de Luthor, mais surtout de traiter quels sont les enjeux thématiques, les enjeux narratifs de Batman vs Superman. Et ici, il est clairement question du renversement. Renversement esthétique à travers la figure du tableau, mais de manière plus générale, renversement des valeurs morales, à travers notamment la conversion de Bruce Wayne à la fin du film à l'idéal de Superman. Alors on a beaucoup parlé de ce qui était contenu dans le script de Chris Terrio et David S. Goyer. On va voir maintenant que le style Snyder, il passe surtout par cette mise en scène flamboyante, généreuse, mais qui n'est pas gratuite et qui est au contraire très chargée symboliquement. Dans l'extrait précédent, Snyder utilise une peinture dans son film. Il la manipule, il la renverse dans un geste dramatique, assez punk. Qu'est-ce que cela semble vouloir dire? Eh bien, peut-être que c'est tout simplement une invitation du cinéaste à regarder autrement, à se dire qu'une œuvre d'art peut être interprétée de plein de manières différentes. Alors cette peinture qu'on voit dans le film, elle n'existe pas en tant que telle, mais elle est une référence directe à une gravure de Gustave Doré de 1866 qui illustrait le paradis perdu de John Milton, encore une référence à la chute d'un monde idéal. Penchons-nous un instant sur l'utilisation de Gustave Doré. À mon avis, cette référence n'est pas anodine et elle confirme les inspirations picturales de Zack Snyder. Gustave Doré était un adepte de la gravure en noir et blanc. Il avait une utilisation assez admirable des clairs-obscurs et il était capable comme ça de représenter, parfois en un seul dessin, des environnements, des ambiances lugubres et immédiatement mémorables. Gustave Doré est un artiste que l'on rattache au courant romantique et on retrouve chez lui des traits caractéristiques de ce mouvement. Le courant romantique, il se définit par l'exaltation des sentiments et des émotions à travers le recours au fantastique, au sublime, au morbide,
au passé ou encore à la violence. Dans le cas de Gustave Doré, on pourrait même parler de romantisme noir, et il va sans dire que Zack Snyder puise plus ou moins consciemment ses références, ses inspirations dans le courant romantique. Et pour vous le prouver, je vous propose d'analyser un nouvel extrait. We, as a population on this planet, have been looking for a savior. 90% of people believe in a higher power, and every religion believes in some sort of messianic figure. Dans cet extrait, on remarque immédiatement la singularité de la photographie de Larry Fong, qui est le chef opérateur attitré de Zack Snyder. On note une sous-exposition constante, des clairs-obscurs, des contrastes forts, des noirs profonds qui découpent parfaitement les visages. Le lien avec Gustave Doré et le romantisme est ici évident. La dramaturgie des ombres et des lumières, la création d'une atmosphère dès le premier plan et le recours au surnaturel. On remarque également le cadrage extrêmement pictural de Snyder qui nous renvoie ici à la peinture classique et religieuse. Superman est placé en posture christique au milieu du cadre, en légère contre-plongée, entouré par une horde d'adorateurs. Ce cadre annule ou corrige la vision de Luthor puisque ici il s'agit d'un dieu sauveur qui vient à la rescousse de cette jeune fille et non d'un démon. Preuve une nouvelle fois que le cinéma de Snyder s'exprime de manière symbolique à travers une mise en scène qui n'est pas qu'une simple illustration, mais qui vient renforcer un message. Plus tard dans le film, on retrouvera Superman et Wonder Woman dans une posture évidente de piéta, une nouvelle référence à la peinture religieuse catholique. Snyder semble influencé par différents courants picturaux. Le romantisme, on l'a vu, le style académique religieux, mais également le style Renaissance, avec cette obsession des corps magnifiés, virils, qu'ils soient masculins ou féminins d'ailleurs. Ici, le style Snyder semble faire écho à l'obsession de Léonard de Vinci pour la représentation physiologique minutieuse du corps humain. Plus proche de nous, on pense aussi à l'illustrateur de comics Jim Lee et à son goût pour les cases énormes, bigger than life, remplies de corps musculeux. Il y a chez le cinéaste une recherche du décalage sublime, on l'a vu, entre cette attirance pour la peinture académique mais aussi pour le romantisme noir. Ce goût du décalage, il vient peut-être finalement du courant baroque qui le caractérise le mieux et qui se définit par une sorte d'alliance impossible des opposés. Si on regarde plus attentivement l'extrait, on voit que la source de lumière qui provient de l'arrière-plan ne vient pas du soleil qui pourrait être finalement le motif, le symbole le plus adéquat pour caractériser le personnage de Superman, qui est un personnage qui tire sa force du soleil, mais plutôt d'un immeuble en flammes. C'est en réalité les flammes, le feu qui illumine ce cadre. On le retrouve également dans le tableau que nous avons vu dans l'extrait précédent et qui tente de faire rentrer en collision comme ça deux univers totalement différents, les anges et les démons. En peinture, le baroque s'exprime par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, l'exubérance des formes. Et on voit bien comment le cinéma de Snyder colle parfaitement à cette définition. Lui qui est adepte de l'action stylisée, des effets voyeurs, des corps qui s'entrechoquent et du drame qui est porté à incandescence. Le too much pour le dire franchement. On pense aussi au Caravaggio, un célèbre peintre baroque auquel Snyder reprend dans cet extrait son goût prononcé pour les clairs-obscurs et les noirs profonds. On voit bien ici comment le cinéma de Snyder peut être polarisant entre d'un côté des gens qui verraient son style comme une sorte de collage d'éléments vulgaires et d'autres au contraire qui verraient Snyder comme une sorte de génie baroque capable comme ça d'exprimer une quantité énorme d'images hautement symboliques, hautement signifiantes et forcément mémorables. Si on avance un peu dans l'extrait, on va voir que la symbolique religieuse, elle ne s'exprime pas seulement à travers cette espèce d'équilibre formel de la peinture académique catholique, mais aussi à travers un motif plus baroque qui dénote celui de la fête des morts mexicaine. En effet, dans cet extrait, on peut apercevoir d'immenses croix faites avec des motifs floraux, mais également des maquillages, des enfants qui sont maquillés avec des dessins de squelettes sur le visage, qui donnent un côté comme ça un petit peu morbide, un petit peu inquiétant. Ce qui semble être exprimé ici, c'est que Superman n'est pas le représentant, n'est pas qu'une figure christique catholique au sens le plus classique du terme, mais qu'il est comme ça, d'une certaine manière, le dieu de tous. Alors Snyder est assez intelligent pour ne pas se limiter à la symbolique religieuse. Dans la séquence qui va suivre, on va voir différents extraits de journaux télévisés parler de Superman à travers différentes grilles de lecture. Une lecture politique, philosophique, mais aussi une lecture scientifique. C'est une manière de montrer que l'arrivée de Superman sur Terre a eu un impact sur notre civilisation de manière globale. On conclura cette analyse par une énigme.
Dans le tout dernier plan de l'extrait, Superman jette un bref coup d'œil aux adorateurs autour de lui, puis déporte son regard vers le hors-champ, au loin, ailleurs. Une immense mélancolie se dégage de ce plan, et c'est peut-être là le choix le plus courageux que Snyder ait fait au sein de la mythologie Superman. C'est d'essayer de rendre ce personnage humain et de le reconnecter au spectateur moderne. Et oui, chez Snyder, Superman aussi a besoin de regarder ailleurs, de croire en quelque chose de plus grand que lui, de chercher une vérité au-delà. Si Bruce Wayne et Luthor sont eux en plein déni pendant tout le film, Superman lui est clairement en pleine crise métaphysique, autant dire que ça va pas très fort. Ce regard en hors-champ peut également être perçu comme une forme de détachement vis-à-vis des hommes. Dans Man of Steel, Superman rechigne à être cette figure christique et altruiste. La quête qu'il mène est avant tout intérieure et solitaire, ce qui nous amène à parler un peu de philosophie et de politique. Depuis que Zack Snyder a émis l'intention d'adapter le roman de Fountainhead, La Source Vive, on connaît son intérêt pour la philosophie objectiviste de Ayn Rand. Ayn Rand était une philosophe du XXe siècle qui affirmait que le bonheur ne peut être atteint que par la réalisation de soi, une forme d'égoïsme pragmatique. Pour Rand, l'altruisme, c'est-à-dire l'idée de faire passer les besoins des autres avant les siens, ne pouvait être qu'une erreur qui mène irrémédiablement au malheur. Alors on pense qu'on veut de la philosophie de Ayn Rand et notamment de son application politique qui a donné pas que des bonnes idées à la droite néolibérale américaine des années 80. Le fait est que cet égoïsme pragmatique appliqué au personnage de Superman le rend tout de suite extrêmement intéressant puisqu'elle le charge d'un dilemme moral qui modernise le personnage aux yeux du public des années 2000. Dans Man of Steel, Superman acceptait finalement d'aider les humains, mais comme il le dit, selon ses propres termes, c'est-à-dire à condition que cela n'entrave pas sa liberté, sa réalisation personnelle. En gros, il le fait parce qu'il l'a choisi. Dans BVS, Superman finira tout de même par se sacrifier pour sauver l'humanité. Preuve d'un goût de Snyder pour les harmonies impossibles, encore une fois, mais preuve surtout que la symbolique christique est beaucoup trop forte, beaucoup trop liée à la mythologie de Superman pour être totalement évincée. Snyder est capable de porter sur ses épaules des projets gigantesques et complexes que peu de réalisateurs auraient pu assumer. On pense notamment à l'adaptation de Watchmen, mais surtout à cette mythologie des super-héros d'ici qu'il a porté quasiment seul. Son aisance technique, qui pour beaucoup est loin de le pousser au mutisme, c'est au contraire ce qui lui permet de se reposer davantage pendant ses tournages sur la direction d'acteurs. Snyder est quelqu'un qui est particulièrement loué par les acteurs avec qui il a travaillé pour son enthousiasme et sa capacité à les encourager. Loin d'être un cinéma de surface, malgré son esthétique imposante, le cinéma de Snyder est porté par un regard singulier sur la fiction populaire et ses icônes, par des influences esthétiques multiples mais cohérentes, et par un sens de la narration visuelle et symbolique que peu ont remarqué jusqu'alors et qui donne pourtant à son cinéma toute sa complexité d'interprétation. Zack Snyder, c'est aussi un réalisateur qui polarise, et franchement, réussir à polariser dans le cinéma de grand spectacle hollywoodien, aujourd'hui c'est plutôt rare et c'est bon signe. C'est le signe que Zack Snyder n'essaye pas de plaire à tout le monde. Et franchement, quand on pense qu'un film comme Batman vs Superman continue d'être discuté et d'être argumenté plus de 4 ans après sa sortie, on se dit que quelque chose se passe, et je doute que ce soit le cas d'un film comme Avengers Endgame. Heureusement, la réhabilitation du cinéma de Zack Snyder est en bonne voie. Car suite à la sortie de Batman vs Superman et à ce déferlement de haine de certains fans à l'encontre de Zack Snyder, eh bien, une communauté de fans de Zack Snyder justement a commencé à voir le jour. Une communauté qui défend l'idée d'un cinéma populaire qui puisse faire des propositions différentes, des propositions singulières, des propositions d'auteurs et non seulement des films qui soient des commandes de studio. Malgré la situation dramatique du cinéaste, autant d'un point de vue intime que professionnel, ce dernier a su trouver auprès de cette communauté de fans, et cette fois grâce aux réseaux sociaux, de la force et l'énergie de continuer ses projets. À tel point aujourd'hui qu'on n'a jamais vu un artiste communiquer autant en fait avec son public. Ce qui se passe ici est très beau et très rare, c'est vraiment la recréation d'un lien direct entre un artiste et son public. Ce qui se passe de manière plus générale dans l'industrie hollywoodienne, c'est le replacement de l'artiste au sein du processus cinématographique, et même temporairement la suspension d'une sorte de fanservice putassier au profit d'un véritable respect du public pour les auteurs. Pas de doute, 2020 a été l'année de la résurrection pour Zack Snyder, et la suite de sa carrière s'annonce rayonnante. En tout cas, on lui souhaite.